Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome. Je vous propose ce soir la suite des grands événements qui ont marqué l'année 1995, tels que les ont vécus, les ont couverts, comme on dit dans notre métier, nos journalistes, qu'ils soient en poste ici, au pays, ou encore à l'étranger. La télévision, c'est l'image, et dans ce lot d'images, il y en a toujours certaines qui étonnent, qui surprennent. Ah oui? Le grand obélisque, c'est ça, hein? Cette scène, par exemple, du ministre de la Sécurité publique du Québec, Serge Ménard, et de son collègue responsable des affaires autochtones, David Clich, en train de détruire des plants de marijuana qui poussaient, et ce n'est pas un hasard, sur les terres de Kanesatake à Oka. Cette histoire-là, elle a commencé par la diffusion à Radio-Canada d'un reportage d'un de nos journalistes qui est allé constater de ses propres yeux ce que plusieurs savaient déjà, mais n'osaient dire ouvertement. Au-delà du lac des Deux-Montagnes, les terres indiennes de Kanesatake. Depuis la crise de 90, le gouvernement fédéral a acheté à coups de millions de dollars près de 5000 km² de terre jusqu'alors occupées par des Blancs. Depuis, dans l'anarchie la plus totale, les Indiens en ont pris possession. Et là où hier on cultivait du blé d'Inde, aujourd'hui, des Indiens cultivent des plants de marijuana. C'est à travers des terres indiennes, après 30 minutes de marche, qu'on est arrivé à un des champs où pousse la Marie. Dans ce champ hautement surveillé, au moins 40 000 plants de marijuana. J'ai réussi à sortir de ce champ de marijuana avec ces quelques plants. Quand ils seront à pleine maturité, on dit qu'ils vaudront à peu près 2000 $ sur le marché. Or, la racine est entourée d'une motte de terre, ce qui prouve qu'ils n'ont pas été semés, mais ils ont été plantés. Et c'est dans la serre de Leonard Gabriel qu'on les fait pousser. Voici ces serres où, depuis au moins 2 ans, on fait pousser illégalement ces plants. Kanesatake, que l'on voit ici en orange, a presque doublé de superficie depuis la crise, devenu un immense champ de culture de Marie. Selon nos informations, on a mis en terre plus d'1 million de plants de Marie cette année. C'est ça le choix qu'on doit faire. Si on se ferme la gueule puis on parle pas, là, c'est qu'on dit, ouais, c'est correct, là, ça peut continuer, ça. Mary Jane Hannaberg a brisé le silence. C'est une Indienne qui demeure à Kanesatake. J'ai peur en ce moment. J'ai peur, vraiment, j'ai peur. Et pourquoi vous parlez quand même? Parce que les jeunes, moi, je trouve qu'on devrait prendre des risques des fois, parce que les autres jeunes qui s'en viennent derrière, si personne ne prend responsabilité pour eux autres, c'est qui va montrer c'est quoi les valeurs? Pour le moment, les autorités politiques fédérales et provinciales ont refusé de commenter. Alain Picard à Kanesatake. 6 mois plus tard, il n'y a toujours pas eu d'accusation portée contre qui que ce soit qui a pu être mêlé à cette affaire-là. L'occupation du parc provincial d'Upper Wash fait craindre le pire lorsque des affrontements éclatent entre Autochtones et la police provinciale de l'Ontario. Un Autochtone est tué et 2 autres blessés. Après 2 semaines d'occupation, les Autochtones lèvent finalement les barricades. Une enquête est présentement en cours pour déterminer si une partie des terres du parc provincial doit leur être cédée. Au même moment, en Colombie-Britannique, des Autochtones rebelles occupent illégalement un ranch privé près du lac Gustafson. Ils revendiquent les terres et affirment qu'ils abritent un ancien cimetière amérindien. Une fusillade éclate et 2 agents de la GRC sont blessés. La GRC prend alors les grands moyens pour protéger ses agents en envoyant 4 blindés sur les lieux. Quelques jours plus tard, les Autochtones se rendent. 12 d'entre eux sont accusés d'entrave à la justice et de violation de la propriété privée. 2 autres font face à des accusations de tentative de meurtre. Ça a été le procès de l'année au Canada, le procès Bernardo. Une histoire qui fait frémir. 2 adolescentes séquestrées, violées et tuées. Et comble d'horreur, tout ça sur vidéocassette. Un procès éprouvant pour les familles des jeunes filles, mais aussi pour les jurés. Résultat de l'affaire, Paul Bernardo, coupable.
Le sort de Paul Bernardo a été scellé un peu passé midi. Et d'une voix ferme, le président du jury a répété le mot « coupable » à toutes les accusations qui pesaient contre Paul Bernardo. L'accusé était debout, impassible. On pouvait entendre une mouche voler dans la salle. Le juge Lesage l'a immédiatement condamné à 25 ans de réclusion ferme pour les 2 meurtres prémédités de Kristen French et de Leslie Mahaffey. À leur sortie, les familles, étouffées par l'émotion, ont rappelé que ce verdict ne leur rendrait pas leur fille. Only the trial is over. Leslie is still not coming home. We have the satisfaction of seeing this perpetrator punished. Pour les parents de Kristen French, la satisfaction de voir enfin le coupable puni est une bien petite consolation. Christy, you can't be hurt anymore. We love you. Les parents de Karla Homolka, eux aussi, auront du mal à retrouver une vie normale. Is there any hope your life can get back to normal now? La vedette que voulait devenir Paul Bernardo a eu droit à un départ animé. Après 4 mois de procès, il retourne en prison pour 25 ans avec comme seule notoriété sa réputation peu enviable du criminel le plus sadique de la décennie. Claude Gervais, à Toronto. Et comme s'il était possible d'effacer l'horreur, des gens de St. Catharines vont raser la maison du couple Bernardo-Homolka, là où Leslie Mahaffey et Kristen French ont connu une fin atroce. Sûrement une des histoires les plus macabres de l'Angleterre. Celle du couple West, le couple maudit de Gloucester. Rosemary West a été condamnée à la prison en perpétuité pour les meurtres de 10 femmes, dont sa fille. Les corps des victimes qui avaient été agressées sexuellement ont été retrouvés dans la maison du couple, la maison de l'horreur. Son mari, Frédéric West, était accusé des mêmes crimes. Il s'est pendu dans sa cellule le 1er janvier. Ensuite aussi, not guilty, non coupable. Le procès le plus médiatisé vient de prendre fin. O.J. Simpson est acquitté des meurtres de son ex-femme et de son ami. 9 mois d'audience, le jury à majorité noire rend son verdict en moins de 4 heures. Oh, don't blame the Jews. He didn't do it. Can't you see? Dès l'aube, à Los Angeles, les curieux, les exhibitionnistes et les partisans d'O.J. Simpson ont commencé une longue attente devant le tribunal. À l'intérieur, l'ancien footballeur craignait le pire. La tension était palpable. Puis le verdict, non coupable. Not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Ronald Lyle Goldman, a human being, as charged in count 2 of the information. Les sanglots étouffés de la famille d'une des victimes, Ron Goldman, contrastaient avec l'explosion de joie qui a accueilli le verdict sur le trottoir. Tout a été très vite. Simpson, désormais libre, a quitté la prison dans cette camionnette blanche, poursuivi par les caméras, tout comme au lendemain du meurtre, quand il fuyait dans sa Bronco. C'est son fils Jason qui a lu sa courte déclaration. I will pursue, as my primary goal in life, the killer or killers who slaughtered Nicole and Mr. Je poursuivrai les tueurs de Nicole, a écrit Simpson. Mais le tueur, c'est O.J., et il le sait, a répliqué la mère de Ron Goldman. There is no real killer. It's O.J. Simpson, and he knows it. I will forever be proud of my son and my family. Thank you. Des familles éplorées, une ville divisée. C'est bien triste quand la justice est basée sur la race, dit ce Californien. And it's a sad day when justice is based on race. So this is a day that Martin Luther King dream have come true. Pour ce révérend, par contre, le rêve de Martin Luther King est enfin réalité. Les Noirs ont droit à une justice, une perception qui a donné lieu à de petites fêtes à travers la ville. Los Angeles respire mieux. Les émeutes raciales tant redoutées n'ont pas eu lieu. Mais le verdict, selon le procureur de la ville, pourrait avoir un effet encore plus pernicieux. Dissuader les femmes battues de porter plainte. Julie Méville de Chêne, à Los Angeles.
La Bosnie, une 4e année de guerre, une guerre sale qui a coûté la vie à plus de 200 000 personnes. Des cessez-le-feu par dizaines non respectés et autant de plans de paix rejetés. Une guerre qui nous a touchés directement avec ces images de nos casques bleus canadiens pris en otage pendant 23 jours. Mais la belle histoire dans tout ça, c'est qu'en ce moment, la Bosnie n'a jamais été si proche de la paix. Les populations serbes, musulmanes et croates peuvent maintenant espérer tourner le dos aux horreurs de la guerre, avec cet accord intervenu il y a un mois à Dayton, en Ohio. Le point tournant dans ce conflit, ce qui en a modifié profondément tout le portrait, c'est cette grosse offensive déclenchée à l'aube du 4 août par l'armée croate qui s'était jurée de reconquérir la Krajina, ce qui se fera en quelques jours à peine. À partir de là, les Serbes, qui venaient pourtant de s'emparer des zones de sécurité de Srebrenica et de Jepa, semblent ouverts à la négociation. En septembre, les parties s'entendent sur une division de la Bosnie en 2 entités, l'une serbe, l'autre croato-musulmane. Un mois plus tard, Washington obtient à l'arraché une entente qui prévoit un cessez-le-feu de 60 jours et des négociations sur une paix globale. Les pourparlers débutent le 1er novembre aux États-Unis. 21 jours plus tard, Serbes, Croates et musulmans finissent par s'entendre. Une paix durable est possible dans l'espoir de mettre fin au pire conflit que l'Europe ait connu depuis la fin de la Deuxième Grande Guerre. To end the worst conflict in Europe since World War II. Cette entente-là, elle prévoit, entre autres, la préservation des frontières actuelles de la Bosnie, une Bosnie unie composée d'une fédération croato-musulmane et d'une république serbe de Bosnie. C'est une force internationale qui sera chargée de faire respecter la paix. Et parmi eux, 1000 Canadiens. Mais durant le conflit, il y a de nos casques bleus là-bas qui avaient pour mission d'empêcher les factions rivales de se faire la guerre, une mission à peu près impossible. Donc, ils ont dû se rabattre sur l'aide humanitaire en prêtant secours aux réfugiés. Il y a un de nos journalistes qui est allé constater le travail là-bas des femmes et des hommes du Royal 22e. La chose est connue, les casques bleus canadiens n'ont pas pu jouer un grand rôle comme gardiens de la paix ces derniers mois en Bosnie. Au début, les Serbes les ont pris en otage. Ensuite et pendant tout l'été, ce sont les musulmans qui les ont empêchés de sortir de leur camp de Visoko. Mais depuis la fin d'août, nos soldats ont enfin pu se rendre utiles. Ici, à Kalotici, près de Visoko, l'armée canadienne vient en aide à des réfugiés. Ceux que vous voyez là sont des musulmans qui ont été chassés de leur maison par des Serbes et qui vivent maintenant dans des maisons autrefois occupées par des Serbes qui en ont eux-mêmes été expulsés. 2 fois par jour. 2 fois par jour. OK. Les militaires canadiens leur ont prêté leurs services médicaux, ceux de cette femme médecin, tout comme ceux du dentiste que l'on voit en train de pratiquer un traitement de canal. Et dans cet immeuble converti en abri pour réfugiés, les soldats canadiens ont repeint les murs, refait la plomberie. Quelques-uns de nos soldats ont même appris à se débrouiller dans la langue des Bosniaques. Les soldats canadiens ont également restauré des écoles comme celle-ci qu'un obus était venu frapper de plein fouet, causant des dommages spectaculaires, heureusement, sans faire de blessés. Ce qui est certain, c'est que les casques bleus canadiens n'étaient pas venus ici pour repeindre des écoles. Mais après avoir été enfermés pendant près de 3 mois dans leur campement de Visoko, les soldats du 22e ont accueilli les travaux de restauration comme une façon de briser le sentiment d'impuissance qu'ils avaient accumulé au cours des derniers mois. Daniel Lheureux, à Visoko. En Sicile, un gros procès s'est ouvert. C'est celui de l'ancien président du Conseil italien, Giulio Andreotti, qui fut premier ministre 7 fois et 21 fois ministre. Il est accusé de collusion avec la mafia. Le procès devrait mettre en évidence les rapports entre la mafia et le Parti de la démocratie chrétienne. Italie toujours, un autre homme politique en difficulté. C'est l'ancien chef du gouvernement et magnat de la télévision, Silvio Berlusconi. Il est accusé de corruption. Des administrateurs de compagnie dont il est propriétaire ont versé des